Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui comme moi se passionne pour les liens entre le terroir et nos assiettes. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert, c'est vrai, c'est justement le terroir et les assiettes qui m'ont fait tomber amoureux de la France. Et t'as bien raison. Alors Daniel, notre invité du jour est un militant dans ce domaine, convaincu que la gastronomie a un rôle à jouer dans l'évolution de notre assiette. Il est l'auteur avec Alain Ducasse du livre manifeste « Manger est un acte citoyen ». En 2010, il s'engage auprès de 15 grands chefs français dans la création d'un collectif indépendant et militant de restaurants et de producteurs artisans de qualité. Nous sommes aujourd'hui avec Christian Régoubi, le délégué général du Collège culinaire de France. Bonjour Christian. Bonjour, Christian Regoubi. Regoubi, pardon. C'est sympa, c'est sympa. Regoubi. L'identité, on va voir, est quelque chose de fondamental, à commencer par la bouffe. Alors, bonjour Daniel, bonjour Philibert. Bonjour à tous les auditeurs, c'est très très agréable d'être avec vous. Merci. Alors Christian, avant de nous parler du Collège culinaire de France, son histoire, ses ambitions, son organisation et les enjeux de son développement, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Je vais le faire rapidement, et c'est vrai que c'est important, non pas pour se regarder le nombril, mais pour savoir d'où on parle quand on parle, et en communication, c'est majeur. Très rapidement, moi, ma carrière était une carrière de communicant au départ. J'ai créé une société, un groupe, et c'est pas un hasard. Les hasards, on se dit à la fin, quand on avance en vie, on se dit, on reconstitue la logique des choses. Ça s'appelait Concept, parce que les concepts, pour moi, sont fondamentaux. Mais les concepts, ça n'a d'intérêt qu'à partir du moment où il s'estime face à l'action et au résultat, parce qu'on peut intellectualiser toutes les choses, dans le réel. Mais la seule chose, c'est le réel et la traduction. Sinon, tout ça reste sympathique, mais bon. Voilà. Donc, Concept, c'est une histoire, c'est une aventure qui a commencé dans les années 80, au début des années 80, et qui s'est développée pendant une vingtaine d'années, qui a compté jusqu'à 180 personnes. Donc, c'était quand même assez important en tant qu'agence, vous qui êtes au cœur de la communication. Tout à fait, ça nous parle. Et avec simultanément à ça, des recherches sur une façon de réfléchir au monde dans sa globalité. J'ai énormément de mal à travailler dans la réalité sans la mettre en perspective du monde qui nous entoure pour savoir à quoi on y contribue et ce qu'on y fait. Donc j'ai créé un certain nombre d'associations parallèlement à cette agence de communication, notamment une qui s'appelait le Cercle de Socrate. Pourquoi ? Et qui était dans la logique de mettre ensemble des expériences de vie, sachant qu'on apprend les choses pas seulement dans les livres, on apprend beaucoup dans les livres, mais on apprend avant tout dans la vie. Donc je mettais à la fois des gens qui avaient des expériences de vie extraordinaires avec des jeunes aussi ensemble. Tout ça est intéressant quand on parlera du Collège culinaire de France, vous allez voir. Et puis la deuxième chose, deuxième grande association que j'ai créée, s'appelait Kairos. Kairos, c'est dire comment décider en situation de crise. Ah, c'est un peu votre expertise, non ? Alors petit à petit, ma passion dans les communications a été dans les communications extrêmes, dans les communications complexes, dans les communications sensibles. Et donc, effectivement, ça a été tout un parcours. Voilà. Donc, Concept, j'ai vendu ce groupe en 2001. Et entre 2001 et 2010, je me suis consacré à reconstituer avec l'ensemble des consultants que j'avais des entreprises en fonction de la situation ou de ce que me demandait un client, c'est-à-dire j'avais plus de structure, ce qui donne une grande liberté, une grande souplesse, parce que je pense qu'on était passé à une autre façon de voir le monde, et puis d'aller sur des situations et des communications extrêmement complexes et des situations de crise. Donc en 2009, je me suis occupé, notamment avec le ministère de la Santé, de la crise du H1N1, où déjà à l'époque, tous les experts disaient on va vers une pandémie mondiale, mais où toute la société rigolait en disant attendez, vous plaisantez, et c'est pour ça que Roselyne Bachelot notamment a acheté 90 millions de vaccins et tout le monde a dit mais c'est une horreur d'avoir fait ça, etc. Et on en rigole beaucoup moins maintenant. Voilà. 2010, je rencontre dans le bureau de Roselyne Bachelot un grand chef qui s'appelle Michel Guérard. C'est là, on en arrive à la bouffe. C'est comme ça que tu es rentré dans la bouffe en fait. Voilà. Alors, on a la réponse à notre question, pourquoi la bouffe ?
Donc c'est grâce à Roselyne Bachelot finalement. Est-ce que tu peux nous raconter... Inattendu comme réponse. On n'avait jamais eu cette réponse. Tu peux nous raconter du coup cette rencontre avec Michel Guérard. C'est une grande amatrice de Ah oui, elle est une grande amatrice de gastronomie. On pourra l'inviter. Ah oui, je pense que ça serait intéressant. Et donc du coup, tu rencontres Michel Guérard. Je rencontre Michel Guérard qui venait présenter un projet qu'il avait de créer une école de cuisine de santé. Il a toujours été très centré dans la santé à Eugénie-les-Bains avec son épouse Christine. Et école de cuisine de santé, il me disait toujours, c'est pas pour les étoilés, c'est pour le petit cuisinier au fond d'une rue qui lui n'a pas forcément appris à faire cuire un steak. Et il me disait, quand tu cuis un steak d'une certaine façon, ça peut être excellent pour la santé si tu sais le faire cuire. Si tu sais pas le faire cuire, ça peut être très nocif pour la santé. Sûr. Donc cette école de cuisine de santé, avec le ministère de la Santé, avec l'éducation nationale, il a commencé à réfléchir. Je l'ai accompagné. On a fait un livre blanc sur le sujet et il a sorti son école de cuisine de santé à Eugénie-les-Bains, qui a d'ailleurs été visitée par Michelle Obama. Vraiment, il a une vraie notoriété au niveau international sur sa démarche. Et là, tu l'accompagnes sur quoi? Sur des sujets de communication? Oui, on a formulé ensemble un certain... C'était sur des sujets de communication. Sur sujet de communication, d'accord. Mais c'est pas je suis pas tombé dans la bouffe simplement comme ça. Je suis tombé dans la bouffe avec ma maman. Il y a toujours... Donc, il y a toujours la maman ou la grand-mère. Donc on te pose la question pourquoi la bouffe, donc finalement ça remonte un petit peu plus en arrière. Oui, parce que ma maman est d'origine italienne et donc la gastronomie chez nous a toujours été une passion, effectivement. Et la mousse au chocolat de ma maman. Ah ouais, pas de tiramisu là. Non, là c'est la mousse au chocolat. et même si elle n'était pas faite forcément selon les règles, c'est toujours les souvenirs d'enfance qui vous marquent et c'est la meilleure de toutes les mousses au chocolat. C'est toujours pareil. C'est les goûts d'enfance. Mais du coup, comment tu passes de cette rencontre avec Michel Guérard à la création du Collège culinaire des France? Quelle est l'origine de ces projets-là? L'origine, c'est que on va sur le projet de Michel. Je l'accompagne pendant un certain temps et puis c'était totalement bénévole, passionné par rapport à ça. Et puis nous quittons. On avait passé, c'était vraiment très agréable pour moi en tout cas. Et un an après, il m'appelle en 2010 en me disant, Christian, voilà, on est avec plusieurs grands chefs, une quinzaine, on est d'une quinzaine, Ducasse, Bocuse, etc. On a l'idée de créer le Collège culinaire de France. Est-ce que ça t'intéressait de venir nous aider? Donc c'est les chefs qui ont l'idée d'abord. Absolument. Qui viennent te chercher pour les aider. Voilà, pour les aider, les accompagner. On avait bien sympathisé, on avait vu que c'était efficace. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et il me dit, écoute, on considère qu'on n'est plus les premiers dans le monde, qu'on est concurrencé de plus en plus par l'Espagne, par un certain nombre de logiques d'autres pays. Dans la gastronomie. Donc, on est quand même, donc il faut quand même qu'on revienne à ça. Je dis, ok, très bien. Donc, je viens et nous passons une fois par mois une matinée entière avec ces grands chefs. Pour moi, c'était merveilleux. C'était qui ces grands chefs en fait? Vous les avez sur le site du Collège culinaire de France, mais ça a été créé par Alain Ducasse, co-présidé avec Joël Robuchon, qui étaient les deux têtes d'affiche, Yannick Aleno, Thierry Marx, Anne-Sophie Pic, Laurent Petit, Gilles Goujon, etc. La crème de la crème de la gastronomie française. Des grands étoilés. Dès le début, c'est une quinzaine de chefs. 15 chefs qui se réunissent en association. On appelle nous les chefs fondateurs. Qui ont été rejoints maintenant en termes de fondateurs par d'autres qui sont impliqués. Donc ils sont 25, mais c'est les chefs fondateurs qui sont à l'origine de ça. Et comment tu connaissais ces chefs? C'est grâce à Michel Guérard? Uniquement. Ah d'accord, c'était les seuls points de contact. Moi je me retrouve propulsé dans ces réunions que j'essaie d'animer tant bien que mal, et je dis bien tant bien que mal parce que ce sont des personnalités extraordinaires. Avec des égos. Avec des égos qui sont normaux dans le sens où pour arriver, on s'imagine pas, pour arriver à se hisser à ces niveaux-là, c'est quasiment, et je le dis souvent, c'est une école de vie. Ça demande à la fois des sacrifices, à la fois une passion, à la fois de s'y investir totalement. Et donc, une matinée par mois, nous réunissons et nous essayons de définir un certain nombre de choses et j'essaie de leur donner des lignes un petit peu stratégiques, communication. Toi, ils demandent d'intervenir sur des sujets de communication
communication. Non, il me demande d'intervenir pour animer ça et le structurer, lui donner une forme, etc. Donc, toutes ces réunions se terminent après par un déjeuner avec les chefs. Ah bah ça c'est pas la partie la plus pénible. Vous imaginez que... C'est qui cuisine? J'étais largement payé de mon investissement. C'est génial comme expérience. Et puis en plus des personnalités extraordinaires. Mais au bout de 7 à 8 mois, c'était passionné. Je me dis, je vais avoir beaucoup de mal, quoi, parce que je vois pas comment on peut avancer. Et je réfléchis. J'étais intervenu beaucoup pour des institutions comme le ministère de l'économie, dont j'avais un certain nombre de connaissances de ce qui se passait, des chiffres, etc. Et puis c'est passé la chose suivante, c'est que entre chaque réunion, les réunions étaient très conviviales, difficiles à mener parce que tout le monde parlait. Des grandes personnalités, des personnalités comme Guy Savoy, qui ont beaucoup ils ont tous beaucoup de choses à dire et ils étaient heureux en plus de se rencontrer. Ils étaient heureux de se rencontrer. Et puis entre les réunions, certains m'appelaient en me disant, écoute Christian, moi je suis là, ce qui a été émis comme idée, ok, mais je suis pas tellement d'accord parce que c'est Ducasse qui va récupérer les trucs. L'autre me disait, mais c'est Thierry Marx. L'autre me disait. La gestion alors une fois, deux fois. Alors pour moi c'était formidable parce que j'étais devenu presque copain avec chacun d'entre eux. En tout cas, je les connaissais, c'était vraiment très agréable. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut être sérieux, je vais pas continuer. Et donc, au bout de 9 mois, quasiment une gestation, je suis arrivé un matin, j'avais bien réfléchi et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi j'ai passé 9 mois avec vous, magnifique, extraordinaire. Vous êtes des chefs avec des personnalités extraordinaires, mais j'arrête. Alors ils m'ont dit, mais bon, qu'est-ce qui te passe? T'as pas digéré, t'es pas bien, t'es même pas du métier. Alors que j'ai dit non, j'arrête parce que je suis avec des personnalités extraordinaires et je leur dis tout. Je leur dis voilà, je suis avec vous depuis 9 mois, puis vous m'appelez après individuellement. Pour me dire qui, etc. Donc, je suis avec les plus grands chefs de la planète. Vous appelez Collège Cuillère de France et je suis dans une cour de récréation d'école maternelle depuis le début. Tu leur dis ça comme ça. J'ai pas d'enjeu. Moi, voilà, c'était simplement la passion. Et je lui ai dit, c'est pour moi l'analyse du syndrome que nous avons en France du village d'Astérix. C'est-à-dire, on s'adore, on se met des coups de couteau dans le dos, on se déteste, et ça se termine autour du feu de bois, autour d'un sanglier, d'un mort-pas. Alors, si vous voulez faire bande de copains, et si je peux en faire partie, moi, je serais ravi, mais les gars, vous appelez pas Collège Culinaire de France. Parce qu'avec la notoriété que vous avez, tôt ou tard, ça va vous revenir dans la tête. Surtout qu'ils avaient essayé antérieurement de créer un cercle de chefs, etc., qui n'avait pas marché, toujours pour les mêmes raisons. Mais il y avait déjà une vision à l'époque, un objectif, une mission, en fait. Quelle était la mission qui s'était donnée? Alors, qui s'était donnée, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment redevenir les premiers. D'accord, ça c'était la mission principale. Alors, c'est la mission principale. Et comment y arriver? Non, mais sur laquelle j'ai dit je suis pas d'accord. Ah. Pour la raison suivante, c'est que je leur ai dit, écoutez, mon analyse, vous la prenez comme vous voulez, mais mon analyse, c'est que l'avenir de la gastronomie française, c'est pas vous. C'est pas vous. Comment c'est pas nous? Non, c'est pas vous, parce que l'avenir de la gastronomie, vous êtes médiatique, vous avez fait des chemins extraordinaires, vous êtes exemplaire, vous êtes référent, mais l'avenir de la gastronomie française, ce sont nos terroirs. Ce sont le petit restaurant avec 4 tables dans un village qui est passionné comme vous, qui fait la même chose que vous, qui sera jamais étoilé, évidemment, mais qui n'a pas la technique peut-être que vous faites, mais ce sont des gens passionnés, des producteurs, des restaurateurs, et c'est ça le tissu. Et si on perd ça, on a tout perdu. Si vous voulez, la gastronomie française, elle existera plus. On est bien d'accord. Donc, je leur ai dit, moi, ce que je vois, c'est que on est dans un écosystème alimentaire d'industrialisation et de standardisation de la nourriture, qui d'ailleurs, en même temps, standardise les esprits. Donc, par rapport à ça, ce que je propose, c'est que, avec la force que vous avez, on fasse monter un écosystème de l'artisanat et de la diversité. Parce que face à l'industrialisation, qui sont des process, l'artisanat, il y a un homme, une femme derrière. Face à la standardisation, pour moi, la standardisation, c'est la mort. La diversité, c'est la vie. Voilà, tout simplement. Donc, on part là-dessus. Tu leur fais cette proposition. Je leur fais cette proposition. Alors, ils me disent, ouais, d'accord, ok, très bien. Surtout que on avait eu des propositions très alléchantes. Entre-temps, sachant qu'on avait créé ça depuis déjà 7-8 mois, de groupes agroalimentaires, je ne citerai pas les noms, qui nous ont dit, dont certains qui nous ont dit, et qui ont dit au chef, écoutez, nous, on vous fait un chèque de 400 000, 500 000 euros, c'est formidable ce que vous faites, on va vous aider, etc.
Donc la force, notamment Ducasse à qui on avait proposé ça, a dit il n'en est pas question. Et la force conjointe, moi j'ai dit si vous faites ça, moi ça m'intéresse pas, parce que je comprends très bien, ça peut être formidable, etc. Ça donne des moyens, mais on perd son indépendance. Voilà, on perd son indépendance. Donc un premier critère, est-ce qu'on est d'accord? Principe d'indépendance absolue, aucun financement extérieur de personne, ni subvention de l'État, etc. Ouais, d'accord, mais comment on finance tout comment ça? Tu fais? On n'a pas d'argent. Enfin, ils ont de l'argent, mais même s'ils mettent des cotisations plus importantes que les autres, j'ai dit, écoutez, moi, je vois ça comme un mouvement militant, d'engagement, et avec quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a en France habituellement, c'est-à-dire de dire, en fin de compte, quand on va sélectionner un restaurant ou un producteur, sur des critères bien précis, donc on va préciser les critères, avec le prestige qu'il y a derrière de la référence des chefs comme vous, ça va pas être pour dire, voilà, vous avez une cotisation, puis nous, on va vous apporter des choses. Donc quand un restaurant ou un producteur est sélectionné par le Collège culinaire de France et qui dit, bon, je suis content, c'est formidable, j'ai été sélectionné, qu'est-ce que vous allez m'apporter? Qu'est-ce que ça va apporter? Je leur réponds systématiquement, rien. Rien du tout. Si vous pensez que vous êtes ici pour qu'on vous apporte quelque chose, alors là, vous vous trompez. Vous êtes ici pour avoir, avec 1 euro par jour, ce qu'on a fixé en termes de communication et symboliquement, un café, par jour. Vous avez le droit de militer par rapport à la cause que l'on veut défendre. C'est tout ce que ça vous donne. Et moi, je vais vous demander, en revanche, qu'est-ce que vous apportez? Et pas simplement, je suis un très bon producteur. Qu'est-ce que vous apportez dans la contribution d'une coopération entre toute la chaîne qui va faire la chaîne de la qualité, on va y revenir. D'accord, donc en gros, les financements, parce que ça c'est une question qu'on avait pour plus tard, mais vu qu'on a évoqué les sujets, donc en gros les financements aujourd'hui, ce sont les membres du collège, exclusivement, à l'auteur de 365 € par an, exactement, qui financent l'activité du collège. Aucun financement extérieur pour rester indépendant. J'ai fait juste une parenthèse parce qu'on avait une question par rapport à la composition du collège et des chefs fondateurs. On a fait la remarque que c'est quand même très masculin comme groupe. Il y a Anne-Sophie Pic qui est la seule femme qui est au sein du collège de ses chefs fondateurs. Nous, on nous fait souvent la remarque parce que nos invités sont souvent des hommes et malheureusement, c'est un peu la constitution de l'industrie agroalimentaire qui est majoritairement masculine. C'est pas la seule industrie d'ailleurs. Et récemment, il y a Ezequiel Zerac, un journaliste derrière la newsletter Pomelo qui a écrit un papier où il partageait la composition des brigades en cuisine et il identifiait que majoritairement ce sont des hommes aussi en cuisine, toujours en 2020. Comment vous pensez, est-ce que les collèges s'engagent sur ces sujets-là? C'est une dimension que vous voulez aussi participer au développement et rendre la gastronomie un univers un peu plus féminin? Absolument. Et pas pour une question de mode ou une question d'environnement médiatique qui est très prégnant aujourd'hui, mais une question de fond qui fait partie des valeurs. D'abord, nous avons, dans les fondateurs, il y a une fondatrice, effectivement, mais nous avons beaucoup d'autres femmes, bien évidemment, et le Collège culinaire de France, on va le voir, c'est pas les 15, il est incarné, et puis il est incarné par tous les membres. Mais dans des chefs connus, on a par exemple Hélène Darroze, on a Stéphanie Lequelec, on a quantité d'autres femmes, bien évidemment. Et c'est un fait qu'il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de femmes. Mais c'est pas simplement le fait qu'il y ait des femmes, c'est le rôle que jouent les femmes et de mettre au même niveau. Alors, on a toute une philosophie au Collège culinaire de France où on n'est pas sur des logiques de statut. Alors ça vient un peu en contradiction avec la brigade qui a été construite justement de manière militaire. Et c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, un producteur est au même niveau qu'un chef, qu'une personne de salle. Ou même, on va y revenir, que le client. C'est-à-dire qu'on est sur une transversalité totale. Et il n'y a pas de prérogative de statut. C'est pas le chef qui a, comme on disait avant, ses fournisseurs. Le mot fournisseur est interdit au Collège culinaire de France. Super. Vous avez une identité. Vous êtes pas un pêcheur, vous êtes un marailleur, mais un fournisseur, c'est la grande distribution, c'est pas nous. Donc, si vous voulez, cette notion et cette philosophie de fond, tout le monde est au même niveau. Tu es au niveau de ce que tu apportes en contribution de valeur ajoutée humaine. On va y revenir. Ton implication dans les projets du collège. Oui, et qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée à l'autre? Pas simplement en termes de solidarité, en termes très concrets, et nous le mesurons.
Ça passe par quoi? Par du temps dédié au collège, par la formation? Non, tu peux dédier du temps et pas apporter grand-chose. D'accord. C'est gentil. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont très très sympathiques, mais nous, c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on demande, c'est on est ce qu'on appelle sur une chaîne de la qualité qui va de la mer ou de la terre en passant par le restaurant, etc., jusqu'au client, qui doit lui apporter aussi une valeur ajoutée. Bien sûr. On n'a pas de client roi, nous. Enfin, ce que je dis, c'est la philosophie. Il est évident, très réalistement, c'est pas appliqué partout, soyons très très honnêtes. Mais la philosophie va vers ça, très concrètement, en fonction d'une certaine vision du monde. Donc, la valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle, nous, ça fait partie de l'ADN du collège, la haute valeur relationnelle. La haute valeur relationnelle, c'est un concept très très concret et que nous travaillons actuellement pour en faire aussi un modèle économique. Je m'explique. Concrètement. Concrètement, ça veut dire quoi? Tous les systèmes dans lesquels nous sommes sont des systèmes qui ont été construits à travers une vision économique, le siècle des Lumières, le progrès, etc., etc. Et c'est sur cette vision économique, on s'aperçoit petit à petit que souvent ça a détruit de l'humain, etc. Alors on fait ce qu'on appelle la RSE, c'est-à-dire qu'il faut rajouter du social, y compris dans la finance aujourd'hui. Tout ça est très très bien. Mais pour nous, ça reste à l'intérieur d'un même système. Et donc, pour nous pensons, je pense que c'est pas ça qui nous sortira de l'enjeu et de la finalité de l'humanité où nous allons vers le précipice. Je pense qu'il faut inverser les facteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on part de la haute valeur relationnelle. Qu'est-ce que tu apportes à l'autre comme haute valeur relationnelle mesurable? C'est-à-dire, en gros, quand tu fais quelque chose, comment tu enrichis l'autre? Mais comment tu l'enrichis, pas simplement lui rapportant des affaires, comment tu l'enrichis, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de cette haute valeur relationnelle que doit être généré un modèle économique. Vous voyez? Donc, faut le réinventer, le modèle économique. Il n'est pas évident. C'est-à-dire, c'est pas simplement je fais de la qualité et puis, évidemment, je gagne pas d'argent. Ah non. Si tu fais de la qualité, il faut qu'on trouve les moyens à ce que ce soit rentable. Alors, ça n'a pas la même logique économique que la logique dans laquelle nous sommes, parce que la logique dans laquelle nous sommes est une logique de capitalisation. Et aujourd'hui, cette logique dont je parle, c'est une logique de flux. C'est-à-dire que on n'est plus sur la logique de capitaliser. On est là pour bien faire notre métier, passionné, et qu'on n'ait pas de souci à se faire sur le plan de la rentabilité. Mais comment tu valorises alors le producteur qui travaille bien, qui fait un super bon produit, mais qui n'est pas forcément reconnu, qui n'a pas les débouchés? Eh ben, à partir de ce moment-là, il faut qu'il trouve les débouchés. On peut l'aider à travailler avec lui. Mais je prends un exemple très précis. Nous avons 2 producteurs de petits pois. Parce qu'on fait des réunions de travail pour justement élaborer ça. Ça sort pas comme ça. Bon. Et il y en a un, il sort ses petits pois. Tous les 2 font des petits pois, mais extraordinaires. D'accord. Extraordinaires. Il y en a un qui fait des petits pois qui sort à 10 € le kilo en coût de production. D'accord? Donc tu vois ce que ça veut dire sur les marchés derrière. Bien sûr. Et l'autre fait les petits pois, il les sort à 4,50 €. Alors que les 2 sont de très bonne qualité. C'est la même qualité. Tu peux dire vraiment la même qualité. Donc on dit comment vous faites, c'est pas possible, etc. Toi, t'as tes formules magiques. Toi, tu sais peut-être pas gérer tes coûts, etc. Donc on met tout sur la table. Donc le gars qui a 10 € le kilo dit, écoute, moi je peux pas, je peux pas, si je veux faire ma qualité, je peux pas les faire à moins de 10 € de kilo. Regardez les coûts. Donc on dit, oui, mais alors donc faut que tu trouves les débouchés. Oui, je me suis arrangé, j'ai trouvé ça. Pas facile au début, mais etc. Où là, j'arrive à le valoriser à ce prix. J'arrive à le valoriser à ce prix parce que j'ai compris que les gens comprenaient pourquoi. Ouais. Voilà. Et l'autre nous dit, moi, de toute façon, si je le vends à 5 € le kilo, 6 € le kilo, je peux pas les vendre. Ah bon, mais pourquoi? Alors, quels sont tes coûts de production? Et on regarde avec lui. Alors, comment tu fais? Parce qu'il y a beaucoup dans le ramassage, dans les choses, etc. Tu travailles comment? Tes équipes, c'est qui, etc. J'ai ma mère, j'ai ma sœur, j'ai mon père. Et alors, tu les paies combien, etc. Ah non, je les paie pas parce que là, Ah ok, tu les paies pas, d'accord. Donc tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de détruire une filière de qualité. Bien sûr. Ah oui, mais il faut m'aider. Alors moi, qu'est-ce que vous m'apportez? Ah non, c'est qu'est-ce que tu vas faire en sorte pour te transformer? Et si t'es comme ça, même si tu fais des très bons petits pois, tu pourras pas rester au collège. Donc c'est avant tout
comment je me remets en cause moi-même et j'essaie de trouver les solutions. C'est pas simple. Hein. On a... Oui, parce que s'il monte ses prix, après il va avoir du mal à les vendre sur sa clientèle. Voilà. Voilà. Alors après, il faut qu'il repense. S'il les vend à la grande distrib, il est évident qu'il est mort. C'est tout le problème de la PAC. Hein. On a étranglé les gens en leur disant allez-y, faites plus et puis de moins en moins cher. Et puis aujourd'hui, ils sont pendus, au sens propre comme au sens figuré. Parce qu'ils sont endettés et produisent forcément pour vendre à un certain prix. Donc, il faut casser ça. C'est pas évident, c'est pas un coup de baguette magique, c'est le chemin du collège. Bien sûr. Donc vous accompagnez les artisans, les producteurs dans cette transformation de leur activité. Absolument. Pour garantir en fait une filière des qualités et la production des qualités. Absolument. Mais on les accompagne pas en disant on vous apporte les solutions. Bien sûr. On les accompagne en disant voilà le problème, quelles sont les solutions que vous proposez. Vous mettez le doigt sur les problèmes basé sur l'expérience de chacun. Pour les aider à avancer. Voilà. Et la coopération entre les gens. Vas-y. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur les grandes étapes du développement du collège? Donc on a compris de lancement 2010, il y a une première année... 2011, février 2011 à la Tour Eiffel, le lancement exact. Il y a un réajustement suite à tes recommandations? Non, il n'y a pas un réajustement, c'est dès le départ, on est là-dessus. Simplement, c'est la lettre de départ. Après, dans les faits, évidemment, parce que tout le monde n'avait pas forcément compris ce que ça voulait dire derrière. On peut énoncer les choses, on peut déclamer, mais derrière, ce qui a été formidable, c'est la mise en œuvre dans le sens où j'ai pu construire une gouvernance comme je le souhaitais. Sur le modèle donc, que tu as précisé avec les chefs quelques mois après, donc lancement en février 2011, et après quelles sont les grandes étapes? Il y a le lancement de l'appellation des restaurants de qualité. Alors d'abord c'est une appellation, c'est pas un label. Ouais, alors ça c'est un point important, on peut y revenir. D'ailleurs, comment tu différencies les deux sujets? C'est extrêmement simple. Un label, ce sont des critères techniques qui sont définis dans des commissions avec un certain nombre d'experts. Ouais. Hein, vous avez le label AB, vous avez le label label rouge, etc., etc. Quantité de labels. Donc c'est dans des logiques qui sont faites effectivement pour améliorer la qualité, mais dans un système où on voit bien les biais qu'il peut y avoir. Je vous prends par exemple le label AB, a été créé au départ par la France. Quand il a été adopté par l'Europe en disant là c'est formidable, etc., sous le même label, vous avez maintenant des variations qui ont été négociées avec les pays en fonction des compromis. Donc, quand vous vous retrouvez avec le label AB dans la grande distrib, par exemple, vous savez pas de quel pays, si c'est marqué, de quel pays vient. Mais si vous connaissez pas les critères du pays qui ont été adaptés par rapport à la même qualité. Ouais. C'est ce qui a fait d'ailleurs que la France a créé un autre label qui s'appelle le label Biocohérence pour aller plus loin et retrouver les mais ça le grand public il comprend pas. Oui, on va y venir sur les labels parce que c'est vraiment très difficile pour les consommateurs de s'y retrouver. Exactement. Donc nous, on n'a pas voulu faire un label parce que ces débats techniques, ils sont sans fin. Et ils sont nécessaires, mais ils sont sans fin. On a fait une appellation. Une appellation, c'est un drapeau militant. Voilà, c'est autre chose. C'est-à-dire, dans l'appellation, c'est pour dire, tu défends les valeurs et les comportements qui vont avec. Tu dis pas que tu es parfait, tu dis pas que voilà. C'est presque une vision politique de la chose en fait. Consommation, c'est un acte citoyen. C'est une vision politique, oui. Mais pas au sens politicien. Oui, bien sûr. Tu vois, un mouvement militant. Bien sûr. Mouvement citoyen, politique, bien sûr. La première appellation qui a été lancée, c'est d'abord les restaurants de qualité, c'est ça? Les producteurs, ça vient Alors, après, l'appellation, c'est l'appellation de qualité. Ouais. On a commencé par les restaurants, bien sûr, issus des chefs, etc. Donc, qui ont, c'est une référence. Et puis, très vite, on a vu que cette logique-là, pour qu'elle fonctionne, il n'y avait pas de qualité s'il n'y avait pas une chaîne de la qualité. Ça fait partie de la vision que tu nous as expliqué tout à l'heure. Ouais. D'où les producteurs qui sont arrivés en 2014. Et ensuite, petit à petit, et on continue, on rentre, mais sous ce même, on va pas faire 15 000 dénominations. C'est restaurants et producteurs au sens large, mais on a rentré les bières l'année dernière. Ouais. Et là, on va aller vraisemblablement vers les pâtissiers, voilà. On rentre à toutes les catégories professionnelles, les métiers, mais dans la même philosophie. Bien sûr. Est-ce que pour avancer, on peut parler de l'organisation du Collège culinaire de France? Quel statut? C'est une association, c'est ça? C'est une association, loi 1901, bien sûr, sans but lucratif. Et la gouvernance, comment elle s'organise? Alors j'ai cru comprendre qu'il y a différents comités, il y a un rôle particulier des chefs fondateurs toujours. Alors les chefs fondateurs sont vraiment la référence, notamment par rapport à la sélection
et au contrôle que nous faisons. D'accord. C'est-à-dire que pour pouvoir sélectionner un candidat au Collège culinaire de France, restaurateur ou producteur, restaurateur pareil, ou même producteur, niveau. quand les candidatures nous viennent, on a à peu près entre 80 et 90 candidatures par mois qui nous arrivent. Donc, elles sont étudiées localement d'abord par des chefs ou des producteurs référents. On en a 250 à travers la France, dans chaque région, et qui connaissent le terrain. Donc, ils vont donner un avis sur la candidature. Parce qu'ils connaissent soit par réputation ou soit par réputation, parce qu'on a des fiches qui sont remplies par le candidat sur ce qu'il fait, de frais, de machin, etc. Et donc on a une première vérification à ce niveau-là. Voilà. Donc avec maintenant l'appui d'un comité d'experts qu'on a constitué, qui peut donner des indications sur la personne qui dit bah voilà mon élément et ça il vient de là et là. On peut aussi faire appel pour avis au comité d'experts. Et là les experts c'est des gens de métier, c'est des... Oui, c'est des gens qui se sont intéressés au Collège culinaire de France, qui ont montré aussi qu'il y avait un intérêt. Par exemple, on a des médecins, comme le médecin Christian Recchia, qui s'est beaucoup investi depuis le début, qui est sur tout ça, et qui bénévolement nous apporte un certain nombre d'éclairages. Et ceux qui s'y intéressent, qui petit à petit s'agrègent, bah, ils peuvent être experts, on peut leur demander leur avis. Voilà. Mais c'est toujours consultatif. Le médecin, par exemple, c'est sur des sujets de nutrition. Voilà, exactement, oui, et qui connaît bien toutes les filières et lui-même qui peut nous vérifier un certain nombre de choses. Donc les référents régionaux, ils émettent un avis. Voilà. Comment ça se passe? C'est un avis. Ouais. Ensuite, les avis remontent au niveau national et tous les mois, nous avons tous les chefs fondateurs et jusqu'au 25 ont les dossiers. D'accord. Et la particularité qui est assez surprenante, c'est que on a voulu que il y ait l'unanimité. L'unanimité des 25. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'étais fort de l'expérience de ce que j'avais vécu pendant 9 mois. C'est-à-dire les machins, les copains, les trucs, etc. C'est humain, c'est humain. Donc, à partir du moment où il y a une unanimité, c'est pas moi, je te passe un truc et puis toi, tu vas me passer l'autre parce que si... Non. Voilà. Donc, il y a unanimité. Donc, évidemment, ça écrème beaucoup. Et donc, ensuite, on classe les dossiers avec la secrétaire générale Célia Tunk et son équipe. On classe les dossiers à recontrôler. On n'élimine pas forcément tout de suite. À éliminer si véritablement on voit qu'il y a pas photo. Voilà. Ou en attente. Voilà. Ça dépend. Et les taux d'acceptation, du coup, il est plutôt faible dans cette configuration ou ça demande une unanimité pour la... Non, il est pas très faible, en fait. Il est, je veux dire, j'ai pas les chiffres en tête, mais doit être de 60%, entre 60 et 70%. D'accord, donc c'est pas si faible que ça. En revanche, il y a des contrôles tous les ans. Bien sûr. Voilà. Et je suppose que les candidats, ils savent déjà s'ils ont les niveaux des qualités nécessaires ou pas pour y accéder. On n'a pas des candidats qui travaillent d'une façon peu qualitative. Ah bah non, là le dossier serait tout de suite. Mais ils n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'est le collège dans son fonctionnement et dans ses exigences. Oui, parce que ça reste toujours un peu théorique, des mots. Bien sûr. Bah, ouais. Tu disais tout à l'heure que vous n'étiez pas un label, qu'il n'y avait pas de critères techniques pour sélectionner, mais sur quels arguments vous sélectionnez ces producteurs? J'ai compris que c'était pas des éléments techniques. Non, mais c'est la bonne question. Alors, il y a un mélange de plusieurs choses. Il y a 3 principaux critères. Le premier critère, c'est quelle histoire tu me racontes? T'es restaurateur, t'es producteur. Comme on dit, c'est un artisan. Faut que ce soit incarné. Si je suis à la tête d'une boîte, etc., et je te dis, nous, tout ce qu'on fait est bien, etc., ça a des difficultés. C'est-à-dire, j'incarne. Pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi tu fais ce métier? Tu es restaurateur, tu es chef, tu es producteur, pourquoi tu fais ce métier? Donc, on attend l'histoire. Donc là, vous jugez l'humain, la sincérité de la démarche. Et la sincérité, on peut jamais juger de façon absolue. Mais l'identité, sauf qu'après, au fil des mois, on peut le voir très facilement. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est cet aspect-là. La deuxième chose, c'est est-ce que tu es d'accord pour nous donner déjà dans ce que tu fais, mais pour le suivre, une totale transparence sur l'origine des produits que tu utilises. Est-ce que tu as une connaissance sur la manière dont ils sont cultivés, dont ils sont élevés, dont ils sont pêchés? Ça, c'est fondamental pour nous. Fondamental. Alors, le gars peut te dire, ou la fille peut te dire, bah oui, je sais, machin, etc. Après, on vérifiera, on verra. Bien sûr, il y a forcément, à travers les mailles du filet, il y a forcément des gens qui passent, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et troisième élément, partant du principe que justement, n'étant pas un label, personne n'est parfait.
Mais à partir du moment où tu as compris ce qu'on veut faire, est-ce que tu t'engages dans de l'amélioration continue? Et l'amélioration continue, elle va être mesurée. Elle va être mesurée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour sanctionner. Quand on contrôle, on va avoir un faisceau d'éléments. On a plusieurs éléments pour contrôler, et on va s'apercevoir que la personne, elle les remplit pas, et puis elle est même pas très près des critères. Donc on fait un bilan avec elle. On lui dit voilà, tu rentres pas dans les critères du collège. Donc nous on demande pas mieux que tu continues. Simplement, on se donne 6 mois, 1 an. Est-ce que tu es d'accord pour t'améliorer sur tel point, pour aller dans le sens du collège? Voilà. Ça, c'est les experts techniques et les référents qui font le suivi. Et après, on refait le suivi, on refait des contrôles, etc. Et donc, un adhérent, il est quand même contrôlé. Une fois il rentre dans l'association, qu'il est adoubé et validé par les chefs fondateurs, il est contrôlé régulièrement. Tu disais tout à l'heure 2 fois par an, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Alors, des contrôles sur dossier, puis après, il y a des contrôles physiques. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu des membres, en fait? Quels sont les profils aujourd'hui? Quel est le nombre des membres qui font partie du collège? Comment ça s'est réparti entre restaurateurs et artisans, producteurs? En gros, tout ce qui relève de la restauration, c'est puisqu'ils sont venus un petit peu avant. Bien sûr, ça a démarré par ça. Ils sont donc 1800. D'accord. Et on a un petit millier, 980 et quelques de producteurs, sous l'aspect producteur, quoi. Ça peut être des producteurs, ça peut être des fabricants, ça peut être des gens qui sont pas forcément producteurs, mais qui à partir de producteurs fabriquent des choses, etc. Transforment. Et pour les années à venir, est-ce qu'on peut se dire qu'on aura peut-être plus des producteurs qui vont rejoindre le collège pour peut-être faire évoluer ces ratios ou Non, parce qu'on n'a pas de besoin particulier de dire il faut faire évoluer représentatif. C'est vraiment un courant pour nous de gens qui ont une vraie philosophie et les comportements qui vont avec. Bien sûr. Ça, c'est très important. Quand je parle de haute valeur relationnelle, c'est comportemental. Parce que pour moi, tout part de là. On peut dire tout ce qu'on veut, tout part de là. C'est pour ça qu'on va jusqu'au client, en disant au client, si tu veux de la qualité, faut que tu te poses des questions. Faut que tu regardes si la carte est courte. Faut que tu regardes s'il y a de la saison. Est-ce que tu sais ce que c'est que la saison, toi, client? Si tu sais pas ce que c'est, si tu es là simplement pour te remplir ou passer entre guillemets un moment de plaisir, à dire c'est bon, c'est pas bon, ça n'a pas de rentabilité. Oui, ça passe par la pédagogie des consommateurs, l'éducation autour de la nourriture, et ça prend un petit peu de temps parce qu'on a été éduqués de la mauvaise façon pendant des années. Mais si tu veux, Daniel, ça passe par la passion. Aussi. Dans cette chaîne de la qualité, très concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que un restaurateur comprend le métier d'un producteur? Nous, on veut faire rentrer les métiers les uns dans les autres. Toi, restaurateur, est-ce que tu as été voir comment travaillait le mec? Et les restaurateurs nous disent, mais attends, quand je vais voir comment il travaille, j'ai même plus besoin de savoir s'il est labellisé de quoi que ce soit. Je vois comment bosse le gars, je vois comment il fait pousser ses trucs, et je comprends. Et je peux en parler. Bien sûr. Et je peux mieux les transformer. Et toi, producteur, est-ce que tu as été voir comment travaillait un restaurant? Est-ce que tu vas passer, ce qu'on fait souvent, une journée au restaurant, dans le restaurant, où tu joues le rôle du restaurateur? Mais ça change tout. Ça change tout. Et ça veut dire, à la place de l'autre. Et d'un seul coup, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que si on dit la saison, c'est fondamental pour nous. Bon. Mais la saison, les gens savent plus ce que c'est que la saison. Les fraises en hiver, ah bah oui, je veux des fraises, machin, etc. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends la saison, les comportements qui vont avec, tu es dépendant du producteur. Parce que le producteur, il y a un truc, parce qu'il y aura une crue, un machin qui va pas pousser. Donc, il va pas pouvoir te livrer. Donc, il va falloir que tu conçoives ta carte en fonction du producteur. Bien sûr. Ah oui, mais non, mais les clients, ils viennent chez moi parce qu'ils ont toujours des poireaux, machin, etc. Ah bah oui. Donc, il va falloir expliquer aux clients. Il faut changer la chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur à chaque niveau demande une prise en charge de soi-même. Et j'ai une curiosité, parce qu'en fait, sur votre site, il y a un travail que j'ai trouvé passionnant. En fait, c'est les nombres de producteurs artisans des qualités avec lesquels travaille un restaurateur. Et vous indiquez un curseur d'engagement. Ouais, voilà. Et on voit l'évolution dans les temps. Un restaurateur qui travaille avec au moins 3 producteurs, au moins 5 producteurs, au moins 10, 20. Quel est le nombre moyen, je ne sais pas si c'est un exercice que vous avez fait au sein de collège, le nombre moyen des producteurs, d'artisans qui travaillent avec un restaurateur et les nombres des restaurateurs en moyenne qui travaillent avec un producteur? Non, je saurais pas te dire précisément, je te dirais des bêtises, donc je peux pas inventer un chiffre. Ce que je constate, en revanche, ça c'est très intéressant, c'est que ceux qui arrivent à travailler vraiment dans cette logique-là,
je m'avance un peu en disant ça, mais quand même, on est en train de le vérifier, s'en sortent beaucoup mieux économiquement. Ceux qui travaillent dans cette logique de travailler ensemble en coopération. Restaurateur-producteur. Ouais. Ils s'en sortent mieux que ceux qui disent non mais moi non j'ai pas le temps ou je voilà. Et pourquoi selon toi? Parce que la chaîne de valeur, on revient à la chaîne de valeur. En fin de compte, tu t'aperçois que quand tu comprends le métier de l'autre et que tu te mets autour d'une table pour comprendre toi-même le métier de l'autre, t'arrives à trouver des solutions qui s'adaptent et qui font que en apportant de la valeur ajoutée relationnelle, encore une fois aux clients. Moi, j'ai aujourd'hui des restaurateurs qui me disent c'est extraordinaire avec le Covid. Ce qui est en train de se passer, Christian, c'est dans la tendance du collège. J'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent, qui me posent des questions de plus en plus sur d'où viennent mes produits, pourquoi. Et d'un seul coup, les clients deviennent des militants. Bien sûr. Et j'ai un restaurant à Paris là qui me dit, c'est un petit restaurant, et il me pose même des questions sur mon métier. Pourquoi je fais ça? Bien sûr. Donc il me dit, avant j'avais pas ça, j'en avais quelques-uns. Et maintenant, plus il y en a, plus ces gens, ils reviennent pour essayer de me soutenir. Pour aller, alors qu'ils venaient une fois tous les 15 jours, ils essaient de venir une ou deux fois par semaine, comme ça, ou voilà. Donc il y a toute une chaîne qui se crée. Nous avons observé ça notamment pendant le confinement. Nous avons lancé une édition spéciale pour ce qu'on s'intéressait à la réalité des restaurateurs et de l'industrie face à la crise. Et nous avons vu des initiatives des chefs comme Stéphane Gégaud ou même Amandine Chignot qui ont transformé leur restaurant en marché producteur. Exactement. Stéphane, c'est un bon exemple. Stéphane est très, très actif sur ce genre de choses. Il est membre, il est membre du collège. Oui, membre du collège. Il est même trésorier du collège. Donc c'est un moteur. On a plusieurs moteurs comme ça. Qui sont à l'avant-garde sur. C'est clair que c'est complètement cohérent avec la vision. Ça montre la force de ces modèles-là, en fait. Oui, bien sûr. Parfait. On peut parler peut-être des actions du collège et notamment au cœur de sa mission, c'est la communication. Justement, on va y revenir. C'est ce que c'est vraiment au cœur. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour valoriser, médiatiser votre cause? Alors, valoriser, médiatiser, non, c'est pas qu'on veut pas le faire. C'est dans les énergies et dans l'optimisation des énergies et des moyens et des ressources que nous avons. Toute la logique a été depuis une dizaine d'années, et on continue, de centrer ça sur la modification des comportements et d'une culture interne. Donc chez les producteurs, chez les restaurants. Parce qu'on pense que c'est ça le meilleur levier pour faire une influence externe. D'accord. Si tu veux, aujourd'hui, on est dans une société de communication. On le sait bien, puisqu'on est aussi des professionnels de la communication. Cette société est une société avec énormément de médiatisation, qui a comme corollaire l'éphémère. Donc on construit pas grand-chose. On construit des sensations, des sentiments. On construit le fait de dire « Ah mais moi j'ai un avis parce que il me semble que mon ressenti c'est... » Ok. Et on est dans ce brouhaha et on le voit bien, ça délite tout. Je dis pas qu'il faut pas continuer ça. Je dis pas que c'est quelque chose dont il faut mais simplement faut le mettre à sa juste place. Donc à sa juste place, il y a des choses de fond. La seule chose qui importe, c'est pour moi, c'est la construction dans la durée. Alors dans un monde qui est dans l'éphémère et dans l'imprévisible, etc., c'est une sacrée gageure. Mais c'est pas une gageure si sacrée que ça, parce que elle est même urgente. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, alors excusez-moi, je fais juste ce petit passage, mais je vais être rapide. Quand vous regardez ce qui existe depuis la nuit des temps, quand on est un peu réaliste, c'est les comportements humains qui sont toujours les mêmes. Rien ne change. C'est des cycles. Rien ne change. On revient. Non, mais ce qui change, c'est les environnements. Pourquoi Sénèque, pourquoi Socrate est encore de pleine actualité? Mais parce qu'ils ont décelé ils ont traversé les siècles. Ce qui ne traverse pas les siècles, c'est les changements de contexte. Voilà. Donc aujourd'hui, on est très très aveugle parce qu'on est très très bien nourri et on est très confortable parce qu'on est très libre et on ne veut pas voir ça. Or, les comportements, ils sont toujours les mêmes. Donc, il s'agit pas de dire machin est comme ci, machin est comme ça. On s'en fout. On s'en fout. Faisons avec ce que nous avons, mais définissons nos règles de comportement humain si on veut changer quelque chose. Sinon, on changera rien.
C'est une question que nous avons évoquée au début de l'enregistrement, même avant l'enregistrement, auquel Philibert faisait référence, que finalement, le Collège culinaire de France, il est méconnu du grand public. Nous avons même, nous demandons à notre audience de poser des questions à nos invités. Pour les collèges culinaires de France, il y avait peu de questions, parce que les gens connaissent peu. Connaissent pas, mais nous avons quand même eu une question qui est sur ces sujets. C'est Julie Cotoni via Instagram qui demande, est-ce que vous avez des idées pour faire connaître les collèges culinaires de France au grand public? Mais c'est pas une volonté. Voilà, est-ce que c'est un objectif? Alors, d'abord, l'objectif pour faire connaître au grand public, c'est la responsabilité de chacun des membres du Collège culinaire de France que de diffuser autour de lui, s'il est convaincu, cette philosophie, ses idées, ses comportements. Voilà, c'est d'abord ça, parce que je crois beaucoup plus dans l'incarnation d'une communication que dans des effets virtuels d'une communication. Voilà, pour avoir travaillé beaucoup dessus, et je le vois bien dans les crises et tout, c'est ça dont il s'agit. Regardez la grande bataille de communication qu'il y a aujourd'hui entre nos gouvernants, les spécialistes, les gens, etc. Mais on comprend quoi? On essaie de faire passer des choses. Et c'est pas que les gens sont plus mauvais que les autres, c'est que c'est pas les bons canaux. C'est pas les bons canaux. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On va se réfugier vers quelqu'un qui va vous rassurer parce que vous le connaissez. Tel médecin m'a dit que. Ah ben oui, puis j'ai confiance en lui. La notion de confiance, elle passe pas par l'image. Elle passe, moi j'avais toujours développé en communication cette notion-là, la différence entre l'image et la réputation. L'image, c'est j'aime, j'aime pas. J'aime pas, aujourd'hui j'aime, demain j'aime pas. Demain j'aime plus, maintenant j'aime. Voilà, ça c'est l'image. La réputation, c'est l'image, c'est la cote d'amour. La réputation, c'est la cote de confiance. C'est autre chose. C'est la relation, c'est plus que c'est la relation. Et la relation, elle ne se construit que dans la durée. Que dans la durée. Et c'est moins éphémère. C'est moins éphémère. Voilà, on est 100% d'accord. Donc c'est plus clair. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif de communiquer au grand public, il y a pas outre la diffusion de ce qu'en font les membres autour d'eux dans leur relation. Il y a l'objectif de renforcer en permanence le noyau dur qui est porteur de ça. Parce qu'il faut pas rêver, on est 3000, sur les 3000, le noyau dur qui est capable de porter ça, il s'élargit chaque jour, c'est ça qui est formidable, mais c'est pas les 3000 bien sûr, c'est logique, ça fait partie aussi. Et comme tu disais, les consommateurs ils évoluent, tu disais que beaucoup des clients commencent à poser certaines questions au restaurant qu'ils posaient pas il y a quelques années, voilà. Et donc plus la demande des consommateurs sera là, plus aussi les membres ils vont en prendre. Alors l'important c'est que corrélativement au collège, parce que pour moi, c'est un écosystème, cet ensemble. J'ai créé Manger Citoyen. D'accord. Manger Citoyen, c'est une association, justement, destinée à faire connaître au grand public cette philosophie-là. Donc, Manger Citoyen, c'est dire le pouvoir du citoyen est dans l'assiette aujourd'hui. Beaucoup plus que dans les urnes. Quand tu mets un truc dans l'urne, tu sais pas où ça va et ce que ça fait. Maintenant, quand tu manges chaque jour, tu as une impact sur un écosystème. Tous les 4 et 5 ans, la consommation de la nourriture, c'est tous les jours, 3 fois par jour. Même. Nous avons interviewé Claude Gruffat, que tu dois connaître, et lui, c'est un épisode passionnant on invite à chaque fois tout le monde à écouter, et il nous parle de ça, et c'est vrai que je suis 100% convaincu, et on parle même, moi, j'ai fait toujours référence à ma vie privée, je consomme bio depuis 6 ans, et pour moi, c'était la seule dimension à laquelle j'ai fait attention, et depuis quelques années, je me suis rendu compte qu'il y a une dimension sociale, il y a une dimension environnementale, une dimension nutritionnelle, il y a différents types d'engagement, et c'est par la consommation qu'on va pouvoir changer les choses. Et par la consommation de bouffe. Des bouffes, bien sûr. Il y a un truc. Non mais attends, il y a pas plus fédérateur que ça. Non. Et il n'y a pas plus implication sociétale à tous les niveaux que ça. Donnez-moi un autre domaine. Non, ça, on est complètement d'accord. Et alors, le point le plus fort, c'est que le problème, c'est la mobilisation des gens et les changements de comportement. Par définition, le changement de comportement, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. On le voit même encore aujourd'hui. Il faut d'abord changer ta représentation, mais c'est pas suffisant. Quand tu as changé ta représentation, il faut changer le comportement qui va avec. Bien sûr. C'est pas suffisant non plus. Donc, comme tu manges à minima 1 fois par jour, à minima, sinon 2 à 3 fois par jour dans nos pays, tu peux être concerné 3 fois par jour. Quand tu me parles du climat, tu dis, ah bah oui, c'est terrible ce qui est en train d'arriver, etc. Mais t'es habité par le climat tous les jours? Non. Si on revient sur cette notion de label et d'appellation dont on parlait tout à l'heure, on a bien compris que le collège n'était pas un label, une appellation.
est-ce que tu penses pas quand même si on commence à comprendre ta position, que ça doit être rendu plus lisible et plus compréhensible par le consommateur? Parce que là, tout ce que tu nous dis, moi perso, je l'ai découvert. Je vois des macarons aujourd'hui chez des producteurs, chez des chefs, collèges culinaires de France, mais je le comprends pas. Je n'avais pas compris tout ça. Donc, est-ce que tu penses pas quand même qu'il y a des actions à faire pour éduquer davantage? Tu as raison. Maintenant, comme je dis souvent, on n'a rien à vendre. En revanche, il faut qu'on soit acheté. Différent. Je vais jusqu'au bout de la logique. Toi, consommateur, toi, citoyen, si tu veux aller vers des choses là, il faut que tu te prennes en main et que tu ailles essayer de comprendre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai rien à te vendre. Si je suis là en essayant de dire, regarde, je vais faire comprendre aux gens que, bien sûr qu'il faut le faire, mais dans ce brouhaha de communication et de technique qui englobe tout le monde et qui je veux dire, qui a quelque part, qui fait que tu ne peux plus penser, tu sais plus quoi penser. Si tu fais une démarche par toi-même, alors là, s'il y a une communication à faire pour nous au niveau du grand public, c'est posez-vous des questions et posez des questions. Oui. Voilà. Mais qui est quand même une forme de communication, parce que je suis d'accord, faut pas participer à un roi. Mais plutôt que de dire regardez ce qu'on fait, et puis on vous met tout ce qu'on fait. Tu sais, je vais te dire un truc, vous devez le savoir en spécialisé à la communication. Même les newsletters que l'on fait, même en interne, on s'aperçoit, et pourtant les gens sont impliqués, on s'aperçoit que peu sont lus. Bien sûr, mais ça, tu prêches des convaincus. Tu connais par cœur. Mais tu as certainement une façon, et vous avez un contenu qui est très riche, il y a beaucoup de choses à dire, et faudrait trouver des façons plus immersives de les mettre en avant, mais bien sûr, que les consommateurs le comprennent et se disent, tiens, c'est un repère, je vais aller dans un établissement qui met en place ces mesures. Absolument. Mais ça fait partie, ça fait 10 ans, ça fait partie de la logique stratégique sur laquelle on travaille sinon 10 ans à venir, au moins les 5 ans à venir. On va y revenir, mais ça me rassure. Est-ce qu'il y a d'autres actions, donc on a bien compris, mais je pensais dans la sphère politique, est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet sur lequel vous intervenez pour représenter la gastronomie, ces chefs? On a vu beaucoup de choses évidemment pendant le Covid, on a vu des chefs qui s'organisaient comme ils pouvaient. On en a parlé tout à l'heure de Stéphane Gégaud, on peut aussi parler de Stéphane Manigold, qui ont essayé de faire valoir leur combat, soit contre l'autre assureur, soit de demander au ministre de déclarer l'état d'urgence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un rôle pour représenter ces restaurateurs, pour les aider à parler d'une même voix? Parce qu'on a vu qu'ils avaient du mal à parler d'une même voix, ou pas du tout? Non. C'est pas une volonté, ça nous est souvent demandé. On a des individualités fortes comme celle de Stéphane, etc., qui font un certain nombre de choses, et tant mieux, et on le fait savoir à l'intérieur du collège, et c'est très bien. Mais toujours avec l'expérience que nous avons, essayer, et ça c'est pour moi un doux rêve, de dire tous unis, tous unis, tous unis. Les unions aujourd'hui qui sont déclamatoires, indignatoires, si je puis dire, sur ce néologisme, elles sont en général, parce que c'est l'ambiance médiatique, etc., des unions circonstancielles sur des intérêts communs à un moment donné. C'est différent de ce que nous, on cherche à faire. On cherche à faire des unions sur du sens. Ça n'a rien à voir. C'est complémentaire, on va dire. C'est complémentaire. Mais même à l'intérieur des gens dont vous venez de parler, si vous saviez les guerres d'ego et de critiques qu'il y a à l'intérieur même des mouvements qui sont en train de se passer aujourd'hui, c'est ça qui est terrible. Il s'agit pas de se lamenter de ça. C'est la nature humaine. Point. Mais est-ce que le collège pourrait pas permettre d'unifier ce discours-là, ou c'est pas dans ses objectifs? Si, tu as raison, mais pas de façon circonstancielle. Inscrit dans le temps sur du sens. D'accord. Et qu'est-ce qui sert le sens? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je crois, c'est pour ça que je parlais au début d'un écosystème, nouvel écosystème de l'artisanat et de la diversité. Je ne crois pas dans la capacité du système dans lequel on est, y compris politique ou économique, à trouver une solution. Ils trouvent peut-être des solutions ponctuelles qui vont satisfaire ou pas satisfaire certaines personnes, mais pas la solution de fond. La solution de fond, elle est là, au cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si véritablement on ne fait pas émerger une solution de fond, on va tous dans le mur, c'est évident. Et toi, du coup, en tant que délégué général du collège, t'as pas d'interaction avec les politiques pour changer le paradigme, changer le monde? C'est le système. Non, j'ai aucune prétention ni interaction à pouvoir changer le système. Je changerai pas le système, ni moi, d'ailleurs, ni les autres. On le voit bien. Là, par exemple, il y a une détresse totale au niveau des restaurants, etc. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, mais voilà, les décisions gouvernementales, elles sont ce qu'elles sont. Et c'est pas parce que c'est ce gouvernement-là. Je l'ai vu aussi à Bruxelles, je l'ai vu. Donc, c'est les systèmes dans lesquels on est. C'est les systèmes. Et tu les changeras pas.
En revanche, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas agir, faut pas faire des actions comme celle, faut faire ce que fait Jego, faut faire ce que font certaines choses. Même les collèges, pendant donc au milieu du confinement, vous avez écrit une lettre ouverte au président de la République pour demander des heures vers les restaurants. Donc vous êtes allé jusqu'à prendre une action. Ça a été une décision que l'on a prise, que j'ai prise avec certaines personnes autour de moi, qui a été aussi critiquée même à l'intérieur du collège. Bien sûr. Tu vois, mais on l'a faite pour une raison très simple, parce que c'était pas pour réouvrir les restaurants, c'était pour demander, parce que à l'époque, dans le contexte, on n'avait pas de date à laquelle les restaurants allaient pouvoir aucune perspective. Ouais, c'est demander, sans se substituer aux syndicats, qui font par ailleurs un très très important niveau, mais en tant que syndicaliste, en discutant pied à pied avec les ministres. Nous, c'était pas ça. C'était de dire, mettons un coup de projecteur pour dire, nous avons besoin de savoir un débat, au moins dans quelle perspective ça va se situer, que ça soit rouvert ou pas. D'ailleurs, on a dit dans le communiqué derrière, c'est pas pour obliger les gens de réouvrir, c'est de choisir si on rouvre ou pas, mais de savoir quel est l'horizon de date éventuellement. Voilà. Bien sûr. Si on parlait d'actualité justement maintenant, face à cette crise terrible du Covid, quelles mesures vous avez pu mettre en place pour accompagner et aider les membres du collège ? Alors, beaucoup de choses. D'abord, des rencontres. On fait. Alors, même si elles sont pas toujours physiques maintenant, bien sûr, mais on essaie quand même de les faire physiquement. Partage, de l'échange. Voilà, ça fait partie des structures, des actions que nous menons au collège depuis longtemps et qui marchent très très bien. Des journées d'échange nationales. Ça se fait dans un restaurant à chaque fois, une fois par mois, où vous avez un restaurant qui accueille 15 producteurs, 15 restaurateurs. Ouais. Et là, ces échanges sont d'une grande richesse et les gens même nous disent rien que ça pour nous c'est vraiment très important parce qu'ils s'aperçoivent que l'autre a aussi les mêmes problèmes, etc. Ils partagent parfois des bonnes pratiques ou des bonnes idées. Exactement. Donc on a mis en place d'ailleurs à l'issue de tout ça et depuis des années ce qu'on appelle les carnets d'inspiration. C'est-à-dire on compile les expériences qui sont faites des uns et des autres et où tu peux venir puiser dans ces expériences. Et c'est diffusé à tous les membres. Absolument. C'est accessible à tous les autres. Un carnet d'inspiration. Et la même chose en région, de plus en plus, en fonction de nos ressources humaines et financières, on fait des journées d'échange régionales. Ces journées d'échange régionales, c'est le même type, mais c'est dans une région donnée. Et donc ça marche très très bien. Et on l'a démultiplié avec ce qu'on appelle des dîners complices. Donc les dîners complices, ce sont des producteurs qui viennent dans les cuisines des restaurateurs et qui, pendant un dîner, font le restaurant ensemble. Voilà, ça des gens du collège. Et un élément, dernier point, mais il y en a plein d'autres, mais je sais pas pour te donner des éléments concrets, les marchés complices. Et les marchés complices, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on crée des marchés de nos producteurs dans une région. Et on a ensuite un pôle avec des chefs de la région, du collège. On a un pôle eau, un pôle cuit, un pôle cru. Et donc, une façon de cuisiner à la vapeur, en cuit ou en cru. Le consommateur vient au marché, fait ses provisions, et il va acheter des légumes, il va acheter de la viande, il va acheter tout ça, et il va voir le chef et il dit « Qu'est-ce que vous me faites avec ça ?» Et là, il lui dit, bah voilà, on peut faire un truc à vapeur, un machin, etc. Soit tu prends la recette et tu vas la faire chez toi, soit il peut te la faire sur place. Et ils viennent et ils se mettent à table et ils déjeunent sur le marché. Donc ça, c'est un stand sur des marchés où on a on crée des marchés de toutes pièces, des marchés de toutes pièces. Non, on crée des marchés de toutes pièces qui sont uniquement des marchés Collège Clignard de France. On appelle les marchés complices. Alors on les fait dans plein de lieux. On l'a fait au château d'Amboise, par exemple. On l'a fait à voilà. Donc et ça fonctionne très très bien. D'accord. Avant l'enregistrement, on évoquait aussi la rencontre annuelle du Collège Culinaire des France. Bon, cette année, je ne sais pas si elle a eu lieu, je ne pense pas. C'est la rencontre annuelle qui se faisait au mois de septembre. Elle est reportée théoriquement au 30 novembre. De cette année. Donc, on est en train de travailler sur les différents scénarios, soit mi-présentiel, mi-virtuel, soit totalement virtuel avec les régions de France. On travaille sur plusieurs scénarios actuellement. Parce que normalement, en période hors crise sanitaire, c'est
c'est une rencontre, tu me disais, vous avez réuni la dernière fois 1200 membres du collège au sein du Ground Control, suivi d'un marché producteur. Est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'on a déjà entendu par des amis qui ont assisté à cet événement, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe en fait pour les auditeurs qui connaissent pas? Ça se passe comme une grande convention, si tu veux, entre gens de métier. Là, c'est pas ouvert au grand public. Hein. On envisage peut-être à certains moments de l'ouvrir justement au grand public, en tout cas au niveau du marché. Et c'est vraiment une rencontre très incarnée où on fait part à tous ceux qui sont présents, et puis c'est diffusé aussi par les réseaux sociaux en même temps, hein, à ceux qui n'ont pas pu venir. On leur fait part de l'avancée du collège, de l'avancée des valeurs, comment elles sont incarnées. Il y a des interviews, mais surtout, on met en avant ceux qui font. Bien sûr. Ça, c'est la caractéristique du collège. C'est-à-dire, c'est pas les chefs qui parlent, c'est pas Christian Rogoubi qui parle. On est là avec la secrétaire générale, Célia Tunk, a parlé aussi, bien sûr, mais c'est plus pour faire des liens, pour faire comprendre la mécanique de tout ça, mais c'est d'abord ceux qui font. Et là, il y a à la fois des témoignages qui sont à la fois très émouvants sur un plan humain et en même temps très constructifs et porteurs de valeur. Donc ça, c'est la partie grande session. Et puis ensuite, à midi 13h, il y a le grand marché qui est installé, où chaque producteur parle avec ses restaurateurs et inversement découvre certains. Et ça permet de créer des liens, des relations qui s'installent. Formidable. Oui. Voilà, c'est très riche, très très riche, vraiment. Donc ça, cette année, a priori, ça prendra certainement une autre forme vu le contexte. Voilà, on est en train d'essayer de s'adapter le mieux possible à la conjoncture. Il y a une autre action du collège qui nous a attiré l'attention, c'est justement l'accompagnement des jeunes via les écoles hôtelières. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet accompagnement, en quoi ça consiste? Ça nous paraît être important parce que tout commence bien évidemment non seulement à l'école professionnelle pour les professionnels, mais si on va plus loin, à l'école tout court. Comme dit Michel Guérard, qui est resté très référent par rapport à ça, il faudrait apprendre à manger comme on apprend à lire. Oui, c'est vrai. Mais il a tellement raison. Cuisiner et à manger même. Ouais. Donc oui, les écoles, on a fait toute une logique de développement des écoles. On va voir les écoles qui le souhaitent, les écoles professionnelles, et on leur demande de signer une charte avec nous d'engagement. On sensibilise pendant une journée les élèves qui sont là, une charte d'engagement notamment sur la saisonnalité. Mais on va aller plus loin, et ça va rejoindre la question que tu as posée tout à l'heure sur les hommes, les femmes, etc. On va aller aussi sur une charte d'engagement sur les comportements et les savoir-être. C'est-à-dire mon objectif, c'est de mettre le savoir-être au même niveau que le savoir-faire. C'est-à-dire, en gros, tu seras pas un vrai homme ou femme de métier si t'as pas le même niveau d'excellence. Entre le savoir-faire. Le comportement. Et on sait qu'il y a du boulot dans les brigades sur ce sujet. Ce qui est normal, mais c'est le reflet aussi de la société, donc. Comme partout. Comme partout. Survient sur le contexte le contexte de la crise sanitaire. Toi qui es évidemment très connecté avec tous ces restaurateurs, comment tu vois leur situation aujourd'hui, parce qu'on entend tout. Est-ce que je me doute que tu t'inquiètes pour eux? Comment on est bien sûr très inquiet et très préoccupé parce qu'on est dans une situation. Alors déjà sur un plan du fonctionnement d'une organisation, ça paraît évident de comprendre que bien évidemment à partir du moment où tu ne peux plus à la fois en termes d'espace remplir ton restaurant, c'est déjà difficile en temps normal, et tu ne peux plus en plus en termes de temps avoir des plages horaires, donc tu vois très vite des logiques économiques où tu te retrouves en perte. Donc tu te demandes même s'il faut que tu restes ouvert. Ça pose évidemment des questions. Ensuite, il y a énormément de mesures qui ont été données par le gouvernement, mais en même temps, c'est très bien, mais c'est être sous oxygène, quoi. C'est le coma artificiel quelque part. Le chômage partiel. Donc c'est une vraie préoccupation. S'ajoute à ça l'autre fait que personne ne sait comment on va sortir de cet univers-là. Est-ce qu'on va y rester ou est-ce qu'on va y sortir? Nous n'avons toujours pas des perspectives par rapport à la suite. Personne sait. Personne sait. Et c'est pas stigmatiser quiconque. On ne sait pas. Donc moi, je préfère même qu'ils nous disent on sait pas plutôt qu'on sait et puis après ils fassent des choses. Voilà. Donc ça, c'est cette réalité. Donc on est face à cette réalité. En premier lieu, cette activité. Enfin, il y en a aussi d'autres. Les théâtres, les trucs, des gens qui sont en. Bon. Donc et c'est là où il faut avant tout parler de coopération,
Parce qu'on peut, enfin pour moi, on peut revendiquer plein de choses, bien sûr, on peut en avoir encore un peu plus pour être aidé, mais ça changera pas le fond du problème. Nous avons vu avec les couvre-feux, les chefs qui continuent à essayer de se réinventer avec des nouveaux formats, de nouveaux horaires d'ouverture. Toi, tu es proche des restaurateurs. Est-ce que tu as déjà des retours par rapport à ces premiers jours des couvre-feux? Est-ce que les soirs, ils arrivent quand même à s'en sortir avec des nouveaux horaires ou ça reste très difficile? C'est très difficile et c'est difficile de dire faucon yaka. Je veux dire, bon, mais néanmoins, on constate plusieurs choses. D'abord, sur le fond, c'est assez intéressant. On constate des gens qui sont dans la revendication, dans l'indignation, exclusivement. Et d'autres qui sont dans le fait de dire ok, bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, et qui sont dans la créativité, etc. Je dis pas que l'un est plus critiquable que l'autre, c'est la nature humaine et c'est normal. Donc au milieu de tout ça, c'est d'observer et de regarder nous qu'est-ce qu'on peut faire pour donner au maximum de nos adhérents des conditions qui. Donc il y a beaucoup de créativité, beaucoup de créativité, et qui souvent ne sont pas connus du tout. Des gens qui revoient complètement leur système, mais vraiment complètement. Et donc là, c'est vraiment très riche. Tout le travail qu'on est en train de faire, c'est d'aller capter tout ça et de le mettre en commun. Et de dire allez-y, appelez celui qui a trouvé solution. Il vous trouvera peut-être pas la même solution parce que le problème aussi, c'est que on avait dans cette profession qui s'est beaucoup développée des gens qui, même passionnés, avaient des modèles économiques absolument négatifs. C'est ça le problème. Il suffit pas d'avoir la bonne volonté. Donc, qui sont arrivés au moment du Covid avec déjà des pertes accumulées. Fragilisées. Alors quelque part, et peut-être heureusement, ils sont soutenus actuellement. Artificiellement par les mesures du gouvernement. Mais s'ils changent pas leur modèle économique, a fortiori dans la situation, on n'y arrivera pas. Bien sûr. Voilà. Donc c'est complexe. Je crois que nous, ce qu'on essaie de faire dans la logique du mouvement, c'est ça. C'est comment, en renforçant, en développant les opportunités de coopération entre ceux qui recherchent et ceux qui ont trouvé quelques voies, on peut mettre tout ça en commun. Bien sûr. Et sur les... On a mis juste un truc, on a mis par exemple pendant le Covid, pendant le confinement, un truc qui a vraiment explosé tout, c'est ce qu'on appelle la carte interactive. Ouais. On a mis une carte interactive, c'est-à-dire de dire, comme les producteurs n'avaient plus de ressources avec les restaurateurs, on a mis sur une carte le moyen d'accès aux producteurs pour le grand public. Mais en même temps, on l'a vite doublé par le moyen d'accès à des restaurants qui avaient des solutions pour le grand public. Aussi. Donc ça a fait un truc absolument extraordinaire. Et ça crée un phénomène, en fait, c'est un phénomène qu'on voyait déjà émerger des circuits courts, mais qui s'est renforcé pendant les confinements. Absolument. Et je pense que j'ai écouté certains producteurs qui disaient, pendant cette période, il y a beaucoup de particuliers qui m'ont sauvé. Donc demain, quand la restauration reprendra, je vais pas vouloir lâcher ces consommateurs-là. Voilà. Donc je vais garder des liens avec eux. Absolument. Et leur business va évoluer vers quelque chose qui est un peu différent, un mélange entre particuliers et professionnels. Mais exactement. Tu as tout à fait raison. Et ça rentre justement dans le contexte des consommations locales et développer un tissu de consommation autour de... Et de la responsabilité de chaque acteur de la chaîne. Bien sûr. Nous allons passer aux enjeux par la suite. On peut parler de la suite et de l'avenir, vas-y. Nous avons donc cette rubrique traditionnelle dans nos podcasts qui sont les enjeux par la suite. Donc d'abord, quels sont les challenges, à ton avis, pour les collèges culinaires de France pour les années à venir, disons les 10 années à venir? Alors, le challenge et la volonté, c'est véritablement d'arriver à installer l'écosystème sur lequel on travaille en profondeur, de l'installer dans tout l'environnement économique et social, et de faire en sorte qu'il émerge comme un point de repère, sinon une alternative, soyons pas trop prétentieux, mais en tout cas un vrai point de repère par rapport justement à des gens qui ont ces critères de passion et qui disent à partir de là, on a peut-être un lieu où... Souvent d'ailleurs au départ les raisonnements étaient un petit peu marketing par des collaborateurs en me disant ah oui mais regarde il y a machin qui est en train de faire comme nous, etc. Je dis soyez très serein. D'abord parce que dans la notion de temporalité on a le temps. J'avais travaillé beaucoup au moment de la crise avec les SAMU. J'avais accompagné les SAMU, où il y avait une guerre entre les SAMU et les blancs, ce qu'on appelait, et les rouges.
les pompiers. Et en fait, les SAMU avaient un problème, c'est que quand vous êtes pas bien, vous êtes sur la voie publique, vous appelez les pompiers, en gros, en France, c'est entre 6 et 8 minutes où ils viennent vous chercher. Le SAMU, il vous pose des questions. Et vous dit, mais qu'est-ce que la personne... Venez vite. Non, la personne est blanche, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez... Non. Pourquoi ils vous posent des questions? Parce que quand ils envoient immédiatement le véhicule, ils ont déjà la connexion avec tous les hôpitaux pour savoir où la pathologie apparente, et ils se renseignent en permanence, va pouvoir être amenée. Bon. Il y a des choses qu'on voit au niveau du ministère de la Santé où les courbes sont pas les mêmes quand vous êtes sauvé par un pompier. Et c'est pas de la faute des pompiers, mais c'est la faute de la logique du système. Donc j'avais trouvé une formule pour pouvoir, avec les SAMU, il faut prendre le temps d'aller vite. Non mais, c'est exactement la même chose. Poser les questions. C'est-à-dire, si on prend le temps de faire émerger cet écosystème, on va gagner du temps plus tard. On va gagner du temps. Et moi, plus j'avance en âge, plus j'ai le temps. C'est extraordinaire. J'ai des copains qui me disent, mais non, mais tu te rends pas compte, faut aller, on va mourir vite. Et, non, j'ai le temps. Parce que quand tu as le temps, tu vois les choses différemment, et ça te permet même de répondre à des choses d'urgence beaucoup plus, de façon, à mon sens, plus pertinente. C'est un peu gagner du temps. Notre vision avec ces podcasts, notre vision de départ, il faut bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Et pour bien comprendre les choses, il faut prendre les temps. D'où les échanges d'une heure et demie, 2 heures. Mais bien sûr. Bien sûr. Et du coup, le culinaire de France, comment tu le verrais dans 10 ans? Enfin, pour toi, quelle place? Déjà, on travaille là sur une stratégie à 5 ans. Ouais, dans 5 ans. Très précise, très précisément. Du coup, tu as la réponse. Je le vois comme, on le voit comme le socle, justement, d'une nouvelle vision du monde à partir de ce socle qui est celui des hommes et des femmes de métier. Avec à côté, bien sûr, avec à côté, bien évidemment, le grand public. On va y venir. Mais avant tout, ce socle parce que tout se passe là, de la terre à la mer à l'assiette. C'est-à-dire, si on oublie ça et on veut tout de suite aller, on n'a pas l'essentiel. Donc, ce socle-là, il faut le construire. Il faut fédérer de plus en plus de gens qui vont vouloir y venir. Donc, c'est ça la grande ambition, et qu'on représente réellement un poids politique. Mais encore une fois, pas du tout pour être un parti politique, mais un poids politique dans les environnements où nous serons, avec qui on doit compter. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se dire ça, parce que ça représentera quelque chose qui fera référence et qui sera une force dans l'ensemble des écosystèmes où on se trouve. Ça, c'est l'ambition, si possible à 5 ans, du moins peut-être à 10 ans. Je sais. Et du coup, tu parlais là du grand public, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des ambitions dans les années à venir de toucher un peu plus le grand public. Oui, d'entraîner le grand public, et d'entraîner le grand public, et beaucoup avec cette association Manger Citoyen, parce que là, on fait par exemple avec Manger Citoyen, si vous allez sur mangercitoyen.org, on fait des désintox. C'est-à-dire que vous avez tous les 10 jours une fiche désintox sur la façon dont sont présentés, par exemple, ce que je vous ai parlé sur le bio tout à l'heure. On dit bio, machin, etc. Donc cette fiche avec des sources qui sont qualifiées, on a quelqu'un qui s'en occupe en permanence, qui donne ça. On fait par exemple, on la faisait beaucoup avant le Covid, là c'est un peu plus difficile, des dîners Manger Citoyen. C'est-à-dire on va voir des restaurants de qualité. On met sur le site aujourd'hui le site Manger Citoyen qui s'adresse au grand public. Il n'y a pas de cotisation, tu t'y inscris comme ça, mais on est à 2800 adhérents. Voilà. Abonnés, ouais. Et donc les gens qui sont intéressés, c'est des datas de gens qui sont intéressés à ça. Donc ils sont des gens potentiellement mobilisateurs là-dessus. Et quand tu vas dans un restaurant de qualité Manger Citoyen, tu vas pas n'importe comment. C'est-à-dire que le restaurateur doit expliquer pourquoi il fait ce métier, d'où viennent les produits, etc. Et donc c'est des dîners qu'on fait de 10 à 15 personnes, en gros, mais qui deviennent des moments de convivialité extraordinaires dans le restaurant. Et le lien entre le collège et Manger Citoyen, au-delà de ta personne, c'est vraiment le bras communication du collège ou pas du tout? Non. Si vous voulez, à partir du collège, il y a l'ensemble de cet écosystème. Donc les liens, bien sûr, ils sont étroits. C'est pas des choses à côté. Tout ça part de la même philosophie. C'est la même vision. Voilà. Et aussi bien au sein du Collège culinaire de France, on a des liens très étroits. Et puis le deuxième lien, là c'est sur le plan des consommateurs, le deuxième lien par rapport à l'univers professionnel ou métier, c'est la fondation.
la Fondation pour la gastronomie humaniste, que j'ai créée en l'année dernière, qui est adossée à l'Institut de France, c'est-à-dire aux académies, et qui, elle, travaille sur le sociétal. D'accord. Hein, donc, on a le sociétal d'un côté, on a l'univers B2B au cœur, qui est le socle, et on a les consommateurs de l'autre. Donc, on a l'ensemble de l'écosystème. Voilà. Je voulais revenir sur un point, parce qu'on parlait d'avenir. Il y a une phrase qui m'a plu dans une de tes interviews sur l'évolution du rôle des producteurs, où je lisais que tu disais qu'après les chefs, les producteurs seront les stars de demain. Tu peux nous en dire plus, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, cette vision-là. Mais oui, parce que en fait, la médiatisation des chefs, des émissions comme Top Chef, ont apporté, alors il y a des points positifs, des points négatifs, ont apporté beaucoup. C'est-à-dire avant, tu veux être cuisinier, ah bon, t'es pas bien, dans une famille, c'était terrible, quoi. Je veux dire, c'était bon. Aujourd'hui, ça devient quelque chose très valorisant, de valorisant, et c'est important. Donc ça, c'est tout l'aspect positif, et ça diffuse au niveau de l'ensemble du grand public, justement, un certain nombre de choses. Le revers de ça, c'est évidemment certaines choses, où je donne un exemple, je citerai pas le nom, un candidat de Top Chef qui est arrivé en tête, qui appelle un de nos producteurs, et qui lui dit, voilà, je suis machin, tu me connais. Alors le gars, oui, il avait entendu parler de lui. Bon, bah alors voilà, tu vas me dire combien tu me fais là sur tes produits. Et le producteur me dit, j'ai raccroché tout de suite. Premier contact, combien tu me fais? Je suis un peu le melon. Voilà. Mais c'est l'histoire des chefs d'avant. Donc c'est pour ça que il est important de faire monter des chefs effectivement au même niveau des producteurs au même niveau, parce qu'il y a pas de hiérarchie de valeur. Il y a des métiers et il y a la noblesse de ces métiers. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un vrai combat, effectivement, qu'on a. Et ça reste des métiers qui sont souvent cachés, en fait. Bien sûr. Les gens n'ont pas tendance à les mettre en lumière, à les mettre en valeur. Bien sûr. Et il nous faut une émission Top Artisan à la télé. Faut faire ça. Nous avons un copain qui nous a posé une question sur Instagram, Benoît Goncalves, que tu connais. Oui. Il demande à quand un memento type Compass du producteur, un annuaire des producteurs. Est-ce que c'est des projets à... Alors, on l'a à l'intérieur. Mais là aussi, par exemple, ça nous a été demandé énormément. Mais ça nous a été demandé souvent avec des intentionnalités qui peuvent être des perversions. C'est-à-dire que vous savez ce que sont les data. Effectivement, on a 1000 producteurs. Il y a énormément de business qui sont très intéressés pour avoir ces 1000 producteurs. Donc on a choisi de pas les mettre accès au grand public. En revanche, ils sont accessibles à tous les membres qui sont au sein du collège. Évidemment. Mais je comprends ce que dit Benoît. Mais Benoît, il y a aucun problème. De toute façon, il va rentrer au collège. Il est déjà très, il est dans Manger Citoyen, Benoît. Ouais, aussi, donc, on le salue. C'est la question que beaucoup de consommateurs qui nous écoutent, ils se disent, les listings, on va dire, les producteurs qui sont adhérents au Collège culinaire des France, ce sont des producteurs des qualités. Moi, en tant que consommateur, j'aimerais bien avoir accès à leurs produits. Comment je fais pour les découvrir, en fait? Alors, formidable. Là, par exemple, ils rentrent dans Manger Citoyen, ils peuvent avoir accès sans problème, dans le sens où, toujours pareil, ça demande une démarche. Si c'est simplement pour te dire, je vais avoir l'accès au produit, non, comment tu vas avoir accès aux producteurs? C'est pourquoi faire, c'est parce que tu es passionné par le truc, etc. À partir de ce moment, si tu as ce préalable initiatique, bien sûr. Bien sûr. Il faut avoir l'envie d'aller un peu plus loin. Ah oui, c'est pas de cliquer sur un site e-commerce. Il faut qu'on adhère à Manger Citoyen, alors. Nous arrivons à la fin du podcast et nous avons quelques questions rituelles pour terminer. La première, et ça c'est vraiment dans les cadres de ton expérience au sein du Collège culinaire des France, quel était, à ton avis, les plus gros échecs ou apprentissages et ta plus grande fierté et réussite depuis que tu as rejoint le collège? D'échecs, c'est difficile pour moi de parler d'échecs parce que je suis très ancré dans une philosophie qui a jamais d'échecs, que tu perds jamais, t'apprends. Voilà, où t'apprends, comme disait Mandela. Donc si tu veux, voilà, où tu gagnes, où t'apprends. Donc la notion d'échec, je l'ai pas du tout, ou en tout cas s'il y a des difficultés, c'est toujours des façons de rebondir. Bon, la grande fierté, et elle est pas due qu'à moi, elle est due à tous les gens qui sont avec moi.
avec la secrétaire générale qui s'investit beaucoup, avec des chefs comme Alain Ducasse, etc., qui sont depuis le début très investis sur tout ça. C'est justement que cette conviction commune fasse que on s'aperçoit que ça entraîne réellement de plus en plus de gens, quoi. C'est-à-dire t'as du résultat humain avec des gens qui ont par-delà les quelques impostures des uns et des autres, tu décantes assez vite et tu vas trouver vraiment au cœur de gens qui ont une vraie honnêteté, une vraie passion, qui peuvent se tromper, on se trompe tous, etc. Mais à partir de ce moment-là, c'est vraiment très très gratifiant, quoi. Et tu as dit quelque chose, on partage à 100%, c'est qu'il n'y a pas d'échec, on apprend. Mais justement, quel est pour toi donc les plus grands apprentissages depuis les débuts? Est-ce qu'il y a des choses que tu voyais différemment avant de rejoindre les collèges? Aujourd'hui, tu vois avec une autre... Alors, d'abord, les apprentissages, réellement, c'est pas une formule. Moi, c'est tous les jours. Je vais même te dire un truc, ça c'est un truc personnel. Tous les soirs, en me couchant, je fais une liste de ce que j'ai appris. Mais c'est, mais c'est absolument extraordinaire parce qu'on réfléchit pas. Astuce, tu vois, tu fais la liste, tu fais la liste de ce que tu as appris, mais tu t'aperçois de trucs, tu dis mais oui, mais bon sang, bon, voilà. Donc ça c'est le première chose. La deuxième chose, je me souviens plus de ce que tu me disais. C'était justement par rapport à l'apprentissage. Quel était l'apprentissage les plus importants? Mais tu dis que tu apprends tous les jours. Oui, en ce qui me concerne, mais en fait, si tu veux, ah oui, c'est ça, je voulais dire, c'est l'apprentissage aussi étonnant, c'est que à partir de convictions qui restent les mêmes, mais au fur et à mesure justement de cette confrontation avec des gens qui te rejoignent, etc., tu arrives à la rendre de plus en plus dense et de plus en plus opérationnelle. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Le concept, c'est bien, encore une fois, mais quand il se confronte à de la réalisation et l'incarnation des réalisations. Moi, les plus grandes forces, c'est que je peux te montrer, on les liste, on les compile, j'ai 15 histoires, 20 histoires, 30 histoires à te raconter qui illustrent complètement ces valeurs qui peuvent paraître théoriques, mais qui sont là, et qui provoquent de la valeur. C'est-à-dire qui produisent de la valeur. On a une autre question rituelle dans le podcast, c'est quel conseil tu donnerais à un entrepreneur ou un dirigeant dans la bouffe, qui veut se lancer aujourd'hui, qui veut créer quelque chose dans la bouffe? Alors, il y a deux choses. Une chose que je vais écarter, mais qui est une réalité. Tu as des opportunités, malignes, marketing, pour faire vite des allers-retours, quoi. Je vais monter un truc, ça va marcher pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, je passe à la caisse, ou voilà. Ça, c'est la logique marketing qui fonctionne, qui fonctionnera toujours. Après, le conseil que je peux donner, si tu veux gagner longtemps dans la durée, et beaucoup, quel que soit bien sûr sur le plan matériel, faut pas rejeter le plan matériel, il faut que ça parte vraiment d'une conviction humaine forte. Et à partir de ce moment-là, l'économique bien sûr doit être construit à partir de là, mais pas l'inverse, en disant je vais faire du blé là rapide et puis en même temps je vais montrer que non. Je pense que il y a une chose intéressante, c'est que avec la société dans laquelle on rentre, les impostures, les masques tomberont quand même de plus en plus. Je pense, moi je suis optimiste par définition, peut-être par mes origines brésiliennes, mais j'ai l'impression que la génération qui arrive, elle est beaucoup plus engagée par rapport à tout ça. Tu as raison. Elle cherche du sens dans ce qu'ils font, et j'espère qu'on aura des résultats positifs par la suite et un monde plus agréable. Absolument. Oui. Et pourtant tu viens du Brésil. Ouais, qui est pas une référence. Non, c'est pas ça, mais c'est la vraie question à se poser par rapport aux dirigeants du Brésil, quoi. On est 100% d'accord. Non, mais ça pose question. Après, on est 100% d'accord. Là, on va lancer un autre débat. C'est d'autant plus rassurant que tu restes positif. Bon, moi, je suis parti. Ça fait un moment qu'il y est plus. Dernière question, parce que pour les auditeurs qui sont arrivés là, nous sommes à 1h21 minutes. Oh là. Donc, on aime bien leur faire un petit cadeau pour les remercier du temps qu'ils nous ont accordé. Est-ce
est-ce que tu as un bon plan bouffe à partager? Ça peut être un livre, un podcast, un film, un restaurant, un plat. T'auras du mal à choisir dans les restaurants. Ouais. Les restaurants, je pourrais pas te choisir parce que les plans bouffe, tu vas simplement sur restaurantdequalité.fr, tu vas les trouver autour de chez toi. T'auras forcément, t'as même un GPS, etc. Non, il y a quelque chose qui t'a marqué récemment. Je vais dire ce qui m'a marqué, mais ça va être très égocentré. Qui lisent manger est un acte citoyen. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je pense qu'il y a des choses à trouver dedans, réellement. Voilà. Voilà. Ton livre que tu as coécrit avec Alain Ducasse. Voilà. Super. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup. Il y a une dernière chose que je dirais, peut-être que je vous dirais, c'est simplement une phrase qui est toujours au fond de moi et qui a été dite par Claude Lévi-Strauss, cet anthropologue qui est mort à 101 ans, mais qui était brillantissime. Et il a dit à propos de la nourriture, il faut pas simplement que ça soit bon à manger, il faut que ça soit bon à penser. Très bonne. Et je trouve que c'est une très belle définition. C'est très bien définir comme ça. Une très belle fin. Merci beaucoup, Christian. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com. À très bientôt.